Bonjour à tous. Alors, nous voilà réunis pour la défense publique de la thèse d'Olivier Leblanc. Je ne ferai pas de long discours au début, je le ferai bien à la fin. Je voudrais juste rappeler que ceci est une défense publique et qu'elle fait suite à une défense privée où le candidat a déjà été soumis largement au feu des questions des membres du jury, mais qui sont encore présents aujourd'hui. Alors je ne sais pas si le docteur Soubiès est encore disponible par téléconf. Il est en ligne, oui. Oui, voilà. Et donc, je vais simplement rappeler quels sont les membres du jury. Donc, docteur Emmanuel Soubiès de Toulouse en France. Alors, docteur Soubiès, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Merci pour votre disponibilité. Et alors, ici présent, nous avons le professeur Yves Guyot de l'Édimbourg. Et puis, nous avons le professeur François Wiener de lycée Louvain et les promoteurs, le professeur De Bléchauer et le professeur Laurent Jacques. Et personnellement, j'assure la présidence. Voilà, et donc, Olivier nous fera une présentation d'environ 40 minutes. C'est ça. Et puis on repassera aux questions des membres du jury et de l'Assemblée, et ensuite il y aura une brève délibération, et on passera à la préparation. Voilà, Olivier, c'est à toi. Merci. Ok, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Magnifique. Du coup, je ne vais pas utiliser le micro qui est ici devant moi. Alors, je suis super content de voir autant de monde qui soit venu vérifier que c'est bien mon dernier jour d'école aujourd'hui. Donc, je vais prendre les 40 prochaines minutes pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui m'a intéressé au niveau de la recherche durant ces 4 dernières années. Alors, les deux objectifs des 40 prochaines minutes, ça va être de comprendre deux choses. La première, premièrement, mon titre, que j'ai traduit en français pour vous et que je vais citer juste maintenant. Et ensuite, les 3 applications d'imagerie calculatoire sur lesquelles j'ai travaillé récemment. Alors, le titre en français, c'est « Stratégie compressive et de représentation implicite pour les problèmes inverses de l'imagerie interférométrique à la tomographie par diffraction ». Donc pour l'instant, il y a beaucoup de termes qui sont pas très clairs, mais mon objectif, ça va être de passer progressivement à travers les différents termes, en vous expliquant un peu le contexte de manière vulgarisée, et j'espère que le titre sera plus clair d'ici 40 minutes. Alors commençons par ce qu'on entend par stratégie compressive et de représentation implicite. Alors pour commencer, il faut d'abord savoir comment on peut modéliser mathématiquement une image. Je commence avec un exemple simple, rappeler ce que c'est un vecteur. Imaginons qu'on ait une courbe en bleu ici, qui décrive une fonction, par exemple votre position en fonction du temps. Ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre différents échantillons, différentes valeurs de cette fonction à différents instants, prendre toutes les valeurs, les mettre dans un tableau à double entrée Excel qu'on appelle mathématiquement un vecteur, et on obtient comme ceci un vecteur X qui contient 5 éléments que je schématise par des carrés en bleu ici. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. En haut à droite, je vais à chaque fois mettre 1, 2 ou 3 étoiles en fonction de la difficulté de la slide. Pour l'instant, on commence facile. Maintenant, on passe à un tout petit peu plus compliqué. On passe à une image. Alors ici, je montre une image d'un chien qui est composée de 512 pixels selon l'axe vertical et l'axe horizontal. Et je montre un zoom sur la partie centrale du chien, sur son museau en l'occurrence. Et ce que je montre ici, c'est qu'en fait, l'image du chien, elle est juste composée de différents pixels qui sont juste des carrés composés de différentes couleurs. Mais la façon dont on peut simplement modéliser le contenu de l'image, c'est on prend chaque colonne de pixels du chien et on vient les placer les unes au-dessus des autres et on construit comme ceci un énorme vecteur qui est composé de combien de valeurs? Tous les pixels, 512 fois 512, et ensuite 3 valeurs par carré qui décrivent les couleurs rouge, vert, bleu et qui permettent de décrire n'importe quelle couleur dans le spectre.
Donc voilà, ici, ce que je montre, c'est qu'une image, ça peut être représenté mathématiquement comme un vecteur. Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est comment intuitivement on peut comprendre qu'une image peut être compressée. Dans tous vos téléphones, dans tous vos ordinateurs, la façon dont une image est mise en mémoire, c'est pas en mettant juste l'information de la couleur de chacun des pixels, c'est une version compressée, parce que sinon vous sauriez peut-être mettre 5 photos dans votre téléphone et ce serait pas très intéressant. Alors, comment faire pour vous expliquer ? On va simplifier la visualisation en supposant que le vecteur qui représentait l'image de mon chien, il est juste à 3 coordonnées, et donc je représente un espace à 3 dimensions ici. Imaginons que le chien se soit représenté par le point vert ici, de coordonnées 0.2 selon l'axe E1, 0.3 selon l'axe E2 et 0.4 selon l'axe 3. On peut faire le même exercice pour une autre image, par exemple l'image d'un caméraman ici. Et si on place le point qui a les coordonnées associées à l'information de l'image dans l'espace, on obtient un autre point dans l'espace. Maintenant, si on fait ça pour encore d'autres images réalistes, par exemple l'image d'une montagne ou l'image de mon frère Stéphane, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, toutes les images réalistes qui appartiennent à l'espace de toutes les possibilités de couleurs de pixels, eh bien, en fait, elles appartiennent à ce qu'on appelle un sous-espace, c'est-à-dire juste une partie restreinte de toutes les possibilités de couleurs qu'on met dans une image. Et si on prend un point hors de ce sous-espace, par exemple le point mauve ici, ce qu'on observe, c'est une image qui n'a aucun sens, ce qu'on appelle communément du bruit, et en fait, ça consiste juste à prendre une couleur un peu aléatoirement pour chacun des pixels, et on voit que ça n'a aucune structure. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on est capable de compresser l'information qu'il y a dans une image. Comment essayer de formaliser ça un peu plus mathématiquement? Ici, ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on appelle une représentation parcimonieuse. Donc, rappelez-vous, X, c'est un vecteur qui représente les pixels contenus dans l'image. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire le contenu de l'image par un nombre de paramètres θ qui est beaucoup plus petit que le nombre de pixels, en lui appliquant à l'image une transformation avec un opérateur. Je donne un exemple simple. On part de l'image du chien, on applique une transformation dont vous n'avez pas besoin de comprendre les détails, mais qui s'appelle la transformer en ondelette. Mais si on applique cette transformation sur l'image du chien, on obtient une image qui a le même nombre de pixels. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on a une version du chien qui est beaucoup plus petite, qui est juste en 64 par 64 pixels, et on obtient différentes versions avec différentes tailles de ce qu'on appelle des coefficients de détail qui permettent, en partant de cette petite image, de reconstruire la grande image du chien. Mais en fait, on peut faire le même exercice, partir de cette image transformée, construire un long vecteur qui contient les pixels de cette transformée en ondelette, et en fait, ce que je montre à droite, c'est que si vous ne gardez que 5% des plus grandes valeurs dans cette image, eh ben, en appliquant la transformée inverse, vous êtes quand même capable de représenter le chien. Et là, vous n'avez utilisé que 5% de l'information qui était nécessaire pour décrire les pixels un par un. Donc là, j'ai donné un exemple simple de compression d'image. Il en existe d'autres, des versions plus évoluées. Par exemple, ici, je montre l'exemple d'un auto-encodeur. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones ou intelligence artificielle pour ce que vous entendez dans le langage commun. En fait, le but de ce réseau, c'est on part d'une image classique, par exemple le chien X, et en fait, on va entraîner le réseo à réduire le nombre de paramètres progressivement jusqu'à atteindre un faible nombre de paramètres θ, et ensuite on l'entraîne à reconstruire l'image à l'identique, X-tilde, en tout cas le plus proche possible. Et du coup, la représentation compressée de l'image, c'est ce qui se trouve au milieu, ce sont les paramètres θ. Voilà, là j'ai essayé d'expliquer un petit peu c'était quoi l'intuition de représentation d'une image, ce que c'était la notion de compression, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est une représentation implicite. Alors, ce que je vous ai expliqué avant, c'est que l'image du chien ici, l'image que je considérais à la base, c'est une image qui est composée de différents pixels. On peut prendre la même image du chien, juste augmenter son nombre de pixels, j'en mets 10 fois plus en vertical, 10 fois plus en horizontal. Si je zoome sur la même partie, c'est difficile de voir à l'œil nu que c'est aussi composé de différents carrés de couleurs, de différents pixels. Mais si je zoome encore, on voit que malheureusement, on a toujours une résolution finie, donc un certain nombre de pixels, et on ne peut pas zoomer à l'infini sur cette image. Alors mathématiquement, la façon dont on peut faire pour pouvoir zoomer à l'infini sur l'image, c'est on est obligé de remplacer cette description par un vecteur qui contient tous les pixels par ce qu'on appelle une fonction. Et ici,
ça va être une fonction qui prend en entrée la position dans l'image, n'importe quelle position, à n'importe quelle précision, et qui sort la couleur de l'image correspondante. Et je donne un exemple ici, où on imagine en noir et blanc qu'on essaie de décrire le chien comme quoi? Comme une somme avec des paramètres θ de différentes généralisations en 2D de ce qu'on voit en secondaire, les sinus. Ici, ce sont des sinus en 2 dimensions qui ont une formulation mathématique qui est ici. Mais le principal, c'est qu'une fois qu'on utilise cette formulation mathématique-ci, en fait, on peut zoomer à l'infini et on est capable de représenter le contenu de l'image du chien à travers les paramètres θ1, 2, 3, 4. Et si on change les paramètres, on représente une autre image. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à une forme un peu plus évoluée d'une représentation continue d'une image. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle un réseau profond implicite. C'est un peu plus compliqué au niveau de l'architecture, donc c'est comme tout à l'heure, l'auto-encodeur, c'est un réseau de neurones. La nuance ici, c'est que c'est pareil que l'exemple de tout à l'heure, c'est une fonction qui prend en entrée la position dans l'image et qui en sort la couleur correspondante. Et en fait, pour ceux qui veulent les détails mathématiques, ça c'est la formulation qui permet de décrire mathématiquement le contenu interne. Mais le principal que vous devez comprendre ici, c'est qu'un réseau tel que celui-ci, en fait, il suffit juste de l'entraîner à représenter n'importe quelle image et la représentation est dite implicite parce que ce sont les paramètres internes du réseau qui permettent de décrire une image. Là, je donne 2 exemples qui ne viennent pas de moi, où on voit une voiture et un arbre qui sont reconstruits de manière continue par ces réseaux. Je montre un autre exemple où on a une image avec beaucoup de pixels. On a entraîné un réseau à représenter cette image. Et ce que vous voyez, c'est qu'en zoomant de plus en plus sur l'image, vous ne voyez jamais des pixels apparaître. Voilà, petite pause. J'ai parlé brièvement de la notion de représentation d'image, la notion de compression. J'ai essayé de vous expliquer ce que c'était une représentation implicite. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de problèmes inverses. Alors, je pense que vous êtes tous familiers avec le fait de prendre une photo avec votre téléphone ou avec un appareil photo classique. L'idée qu'on appelle donc imagerie classique, l'idée c'est que vous êtes intéressé de capturer l'information qui est reliée à une image d'intérêt. Ici l'image du chien notée X. Le but de votre appareil photo, c'est d'avoir un appareil de mesure, un appareil d'acquisition, dont l'objectif c'est d'avoir des mesures qui sont presque identiquement égales à l'image du chien que vous cherchez. Et la seule chose, c'est qu'en fait, quand vous prenez une mesure, peu importe la façon dont vous le faites, vous avez toujours un terme qui est lié à des perturbations aléatoires qu'on appelle du bruit. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à un sujet qu'on appelle l'imagerie calculatoire. En fait, c'est une généralisation du principe de prendre une photo normale et d'avoir directement la mesure qui est liée à l'image d'intérêt. En fait, on relâche cette contrainte. On veut toujours capturer l'information liée à une image qu'on voudrait obtenir, mais on se permet d'avoir accès à de l'information soit imparfaite, soit partielle de l'image. Et comment on modélise ça mathématiquement? En fait, on accède à un vecteur de mesure Y qui est lié à l'image d'intérêt X à travers une matrice A qui décrit l'appareil d'acquisition, l'appareil de mesure. Et là, je montre l'exemple où on a un chien qui est flouté. Et bien, en fait, on est parfaitement capable de décrire ça mathématiquement. Et en fait, ce formalisme que je viens de décrire avant, où on a un vecteur de mesure qui est lié à une image à travers l'intermédiaire d'une acquisition, ça peut être appliqué à plein de contextes différents. Ça peut être appliqué à de la restauration d'image, où le seul objectif c'est de retirer du bruit dans la partie droite de l'image et obtenir une version débruitée. Ça peut être l'exemple que je donnais juste avant avec une version floutée d'image qu'on voudrait rendre plus nette. On voudrait peut-être augmenter la résolution d'une image, mais c'est aussi applicable à des exemples plus concrets tels que l'imagerie biologique ou alors les IRM avec lesquels vous êtes sans doute tous familiers. Le principe d'une IRM, c'est que vous avez un appareil dans lequel vous allez placer par exemple votre genou. Il va prendre différentes mesures qui ne sont pas une image et il va faire des calculs sur ces mesures pour estimer une image qui décrit la coupe dans votre genou. Alors la question c'est, une fois qu'on part de ce modèle mathématique ici, comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème inverse? C'est-à-dire, à partir des mesures, essayer d'estimer au mieux l'image X qu'on ne voit jamais. On n'a toujours accès qu'aux mesures intermédiaires.
On pourrait se dire, c'est assez simple, il suffit juste d'appliquer l'inverse de la matrice qui décrit l'acquisition, donc l'inverse de A. Le souci, si on fait ça, il y en a deux. Déjà, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours juste que l'inverse de la matrice existe. Et en plus, même s'il existe, le souci, c'est que les perturbations dont je parlais tout à l'heure, le bruit, font que si on applique l'inverse de l'acquisition, on ne va jamais être capable d'avoir une bonne reconstruction de l'image. Donc la façon dont on fonctionne d'habitude, c'est que on résout ce qu'on appelle un problème d'optimisation. Donc l'objectif, en fait, ça va être d'essayer de partir d'une image test, que je vais appeler U, de construire, avec la connaissance de la matrice qui permet de faire l'acquisition, de construire des mesures test. Et l'idée, ça va être d'essayer de réduire l'erreur entre les vraies mesures auxquelles on accède et les mesures test. Et en fait, ça appartient à un domaine des mathématiques qu'on appelle l'optimisation. Il y a pas mal de gens dans le bâtiment qui travaillent là-dessus. Et l'idée, intuitivement, c'est on part d'un candidat qui est une image test qui peut être décrit comme un point dans un espace, comme je montrais tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'on va adapter progressivement notre estimation de l'image jusqu'à essayer de réduire l'erreur au mieux. Et c'est ce qu'on entend par optimisation. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Je ne vais pas donner les détails aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'il existe des algorithmes, donc des recettes de cuisine, si vous voulez, qui sont bien comprises dans la littérature de nos jours et qui permettent d'aller le plus vite possible, en partant d'un certain test, d'aller le plus vite possible vers l'image qui réduit au mieux l'erreur. Voilà, j'espère qu'un problème inverse, maintenant, c'est un peu plus clair pour vous. Maintenant, je vais repasser un peu sur ce que j'entendais par stratégie compressive. Alors, je vais prendre un cas un petit peu plus formalisé de l'idée d'essayer d'acquérir l'information contenue dans une image. Je vais repartir du vecteur X ici, qui était lié au pixel qui permettait de décrire une image. La question à se poser, c'est si on veut faire de l'acquisition classique, donc prendre une photo avec notre appareil photo, comment est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire plutôt pour construire une matrice A qui permet de faire de l'acquisition classique? L'idée, c'est qu'on n'a pas le choix, si on est obligé de reconstruire chacun des pixels un par un ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une première mesure qui donne accès au premier pixel de l'image, une seconde qui donne accès au deuxième pixel, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir que la mesure, Y, est exactement, identiquement égale à l'image à laquelle on s'intéresse, X, mis à part s'il y a du bruit, qui vient se mettre dans les mesures. Mais donc en fait, ce que je viens de montrer, c'est que l'opérateur, la matrice qui fait l'acquisition dans le cas de l'imagerie classique existe, mais c'est ce qu'on appelle la matrice identité, celle qui ne fait rien. En fait, le détail ici, c'est qu'on fait l'imagerie classique, donc le nombre de mesures dans le vecteur Y, il est exactement égal au nombre de pixels dans l'image qu'on essaie de reconstruire. Maintenant, je vais essayer de décrire ce que c'est une acquisition compressive. Donc, est-ce que vous vous rappelez ce que je représentais tout à l'heure? Donc, une façon de compresser l'image de mon chien. Je montrais tout à l'heure qu'on pouvait le représenter comme un long vecteur qui contenait un nombre faible de paramètres qui sont différents de 0. On appelle ça des paramètres non nuls. Je le représente ici comme le vecteur qui se trouve à droite, x. Et en fait, je vais commencer mon exemple avec un vecteur qui a des zéros partout, sauf en une seule valeur. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut maintenant essayer de construire une matrice A dont l'objectif, c'est pas de mesurer un par un les pixels, parce qu'alors là, on est en train de perdre notre temps. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut prendre moins de mesures, mais toujours acquérir l'information qui est contenue dans le vecteur ici. La façon dont on peut fonctionner, c'est, dans le cas où on a un seul paramètre différent de 0, c'est simple, on va sommer toutes les valeurs dans l'image X, et en fait, comme elles sont toutes égales à 0, on sait que la somme va juste nous donner accès à l'unique valeur non nulle. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a été capable, avec une seule mesure, d'accéder à l'information dans l'image qui contenait un seul paramètre différent de 0. Un peu plus compliqué maintenant, deux paramètres différents de 0. Comment est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on ne peut plus sommer tout parce qu'on sait qu'on va avoir la somme des deux, on ne va pas être capable de les distinguer. Comment on peut faire du coup? Une technique qui pourrait fonctionner, c'est de se dire, on va juste sommer la première moitié des paramètres dans X. Donc je vais prendre les 6 premiers, je vais prendre leur somme. Ici, je ne sais pas encore où se trouvent les deux valeurs différentes de 0. Ça, c'est important. On sait qu'il y en a deux, on ne sait juste pas où elles sont. Donc je mesure la somme des 6 premiers, j'accède à une valeur. Je ne sais pas encore si c'est une valeur unique ou si c'est la somme des deux. Ici, on sait que ce sera la somme des deux. Je suis obligé d'aller voir ce qui se trouve dans la deuxième moitié de mon vecteur. Je vais mesurer la deuxième moitié.
je vois que ma mesure, elle est exactement égale à 0, ça me permet de savoir que dans la deuxième moitié de mon vecteur, il n'y a rien du tout. Donc, je suis sûr que les deux valeurs que je cherche, les deux paramètres différents de 0, se trouvent dans la première moitié. Du coup, je dois encore séparer cette première moitié en deux. Je le fais, je prends les 3 premières valeurs et les 3 suivantes, et j'accède maintenant à 2 mesures, et ça me permet de savoir que ces 2 mesures, eh bien, c'est d'office égal aux 2 paramètres différents de 0 que j'étais en train de chercher. Et donc, ce qui est génial ici, c'est qu'à la place de devoir mesurer n valeurs, comme c'était le cas en acquisition classique, dans l'acquisition compressive, si je sais que j'ai un paramètre faible un nombre faible de paramètres différents de 0, eh ben, ici, avec 4 mesures uniquement, j'étais capable d'accéder à l'information de ces 2 valeurs différentes de 0, alors que je ne savais même pas où elles étaient. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut généraliser l'idée à ce qu'on appelle donc, le nombre de paramètres différents de 0, on appelle ça de la parcimonie, K. Comment on peut généraliser ça à K qui pourrait avoir n'importe quelle valeur? Eh bien, en fait, mathématiquement, on est capable de montrer qu'on peut construire une matrice A dont on va choisir les coefficients de la matrice aléatoirement, et on est capable de montrer que si un nombre de paramètres différents de 0, K, dans l'image à laquelle on s'intéresse, X, eh bien, avec un nombre de mesures dans nos mesures Y, M, qui est seulement plus grand que le nombre de paramètres différents de 0, K, dans cette image, on est capable de reconstruire l'image. Et c'est ce qu'on appelle faire de la compression, de l'acquisition compressive, parce que le nombre de mesures, il est bien plus petit que le nombre de paramètres que le nombre de pixels total dans l'image. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça marche tout ça? Eh bien en fait, intuitivement, l'idée c'est que vous savez qu'on ne pourra accéder qu'aux mesures. Donc imaginons que notre objectif c'est de retrouver l'image qu'on ne connaît pas, X, en rouge. Et pour ce faire, on va partir d'une image test X tilde en bleu. On va calculer les mesures test qui correspondent en appliquant la matrice d'acquisition A. Et notre objectif à nous, ça va être de faire en sorte qu'on réduise au maximum l'erreur, donc la distance entre les mesures test qu'on calcule et les mesures réelles en rouge auxquelles on accède. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce que ce qu'on est capable de montrer mathématiquement, c'est que réduire l'erreur dans l'espace des mesures, donc réduire la distance entre Y tilde en bleu et Y en rouge, ça correspond à réduire la distance entre l'image test X tilde en bleu et l'image normale, l'image qu'on cherche, X en rouge. Alors mathématiquement, il y a une propriété dont je ne vais pas donner tous les détails, qu'on appelle la propriété d'isométrie restreinte, RIP pour son acronyme en anglais. L'idée, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer intuitivement au-dessus. L'idée, c'est qu'on est capable de montrer, quand la matrice est remplie de coefficients aléatoires, que évaluer une distance dans l'espace des mesures, c'est-à-dire la distance ici en termes de AX, eh bien, ça correspond à très peu de choses près, à un delta très petit près. Ça correspond à évaluer une distance dans l'espace des mesures, l'espace des images X. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici au-dessus. Alors ce qu'on est capable de montrer, c'est que si on calcule une image test qui permet d'approcher au mieux l'image qu'on est en train de chercher, eh bien, si on la calcule en essayant de minimiser l'erreur entre les vraies mesures et les mesures test, on est capable de montrer que l'erreur qu'on commet entre notre image test et la vraie image, eh bien, elle est plus petite qu'une certaine valeur. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair ce qu'on entend par problème inverse. Comment on essaie de reconstruire une image en n'accédant pas directement à l'image, mais à des observations partielles de cette image. Donc maintenant, je vais enfin pouvoir parler des 3 applications d'imagerie qui m'ont intéressé pendant ces 4 dernières années. Alors, je vais parler d'abord d'imagerie interférométrique. Je vais vous parler d'une des deux applications d'imagerie interférométrique qui m'a intéressé. Donc c'est sur ça que j'ai commencé à travailler au début de ma thèse. Ça s'appelle la fibre multicœur. Et en plus grand, je vais parler de l'imagerie sans lentille avec une fibre multicœur. C'est quoi une fibre multicœur? En fait, c'est une fibre, donc un tuyau ici, qui est rempli de plusieurs cœurs. C'est pour ça qu'on appelle ça multicœur. Et l'idée, c'est qu'on va se servir de cette fibre pour faire passer de la lumière à travers les cœurs, illuminer un objet biologique d'intérêt. L'objet biologique va nous renvoyer de la lumière par un mode que je vais expliquer vite fait après, qu'on appelle la fluorescence. Et sur base de la lumière qui va revenir dans la fibre, on va avoir des mesures qui nous donnent une information partielle de l'image. On va essayer de la reconstruire.
Je vérifie que je n'ai pas oublié. Donc oui, les applications concrètes de ce genre d'appareil d'imagerie, c'est qu'en fait, ça permet d'imager les choses à une très petite échelle. Typiquement, on pourrait s'en servir, donc une fibre de ce genre-là, c'est de la taille d'un cheveu de diamètre. On pourrait s'en servir pour faire un trou dans le crâne d'une personne humaine vivante, pouvoir l'insérer dans le cerveau et imager les neurones en temps réel pour essayer de comprendre mieux le cerveau ou de diagnostiquer une éventuelle maladie. Alors, donc ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi j'ai mis le mot interférométrie quand je disais imagerie interférométrique. Je vais essayer de rendre ça intuitif. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut envoyer de la lumière sur l'objet d'intérêt, parce que c'est la façon dont on envoie la lumière qui va déterminer la façon dont l'objet réagit avec notre illumination et l'information à laquelle on accède sur cet objet. Alors, on va commencer avec l'exercice simple qui est qu'est-ce qui se passe si on allume un seul cœur, c'est-à-dire on fait passer la lumière à travers un seul de ces cœurs. Ce qui se passe, c'est que l'illumination qu'on fait sur l'objet dont on veut avoir une image ressemble à ceci. C'est exactement équivalent à allumer une lampe torche dans le noir et avoir ici une fenêtre de lumière dont l'intensité décroît lorsqu'on s'écarte du centre. Maintenant, un peu plus compliqué, si j'en allume deux et que j'enlève l'effet du fenêtrage, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une interférence entre la lumière émise par ces deux cœurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'expliquais au début de ma présentation, où je montrais qu'un chien, ça pouvait être décomposé en différentes sinusoïdes de 2 dimensions. En fait, c'est le même principe. Ça, c'est rien d'autre qu'un sinus à 2 dimensions. Et le mot interférométrie, il est vraiment lié au fait qu'on fait interférer la lumière qui provient de ces deux cœurs et on va avoir des endroits qui sont éclairés, des endroits qui ne le sont pas. Un peu plus compliqué, pardon, là je vais vous montrer un autre exemple si j'allume 2 autres cœurs, donc regardez ces deux-ci. Si j'en allume 2 autres maintenant, qui sont plus éloignés les uns des autres et qui ont une autre orientation, j'ai un autre sinus, mais qui oscille beaucoup plus vite et qui est dans une autre direction. Ok ? Plus compliqué si j'en allume 3 maintenant. En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir une superposition de plusieurs sinus, donc un truc qui commence à être un peu compliqué. Mais si je les allume tous, c'est encore plus compliqué. C'est une illumination qui peut sembler aléatoire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en français une caustique. Maintenant, je remets l'effet du fenêtrage que j'avais enlevé tout à l'heure pour l'illustration. Donc l'idée, c'est que la lumière qui sort de tous ces cœurs, eh ben, elle va interférer avec la lumière de chacun des autres cœurs pour donner à la fin une intensité, une illumination qui varie en fonction de la position qu'on est en train d'imager. Ok ? Et l'idée, c'est qu'on va changer la façon dont on injecte de la lumière dans chacun de ces cœurs pour changer ces différentes illuminations. Alors, là, je vais passer sur des maths un tout petit peu plus compliquées, mais c'est important pour moi pour retomber sur mes pattes par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, le modèle qui nous permet de donner accès à... Donc, j'ai oublié de préciser que à chaque illumination, l'objet dont on va avoir l'image va renvoyer de la lumière, et on va avoir une seule mesure pour chacune des illuminations. C'est ce qu'on appelle une mesure à pixel unique. Le modèle mathématique dans le sujet qui m'intéressait, c'est celui-ci. J'ai une seule mesure qui correspond à quoi? Au fait que l'objet qui est décrit par... donc l'image à laquelle je m'intéresse, qui est décrit par x de r, est donnée comme... la lumière qui revient de cette image est donnée comme le produit entre l'intensité de lumière, donc l'illumination que j'applique sur cet objet, et l'objet lui-même, et je vais intégrer toute la lumière qui revient dans une seule valeur. Ok? Donc, ce que j'essaie de décrire tout à l'heure dans ma slide précédente, c'est que mathématiquement, en fait, on peut montrer que l'illumination qu'on applique sur l'objet, ce n'est rien d'autre qu'une interférence, autrement dit mathématiquement, la somme de l'illumination de l'onde émise par chacun de ces cœurs, vous n'avez pas besoin de comprendre les détails des maths là-dedans, et on somme ceci en intensité, c'est-à-dire que je prends la valeur absolue au carré. Et maintenant, si j'injecte l'expression de l'illumination mathématique, l'expression mathématique de l'illumination dans chacune de mes mesures, ce que je vois, c'est que chacune de ces mesures uniques me donne accès à une information partielle de l'image, ici. Et en fait, ce sur quoi je peux jouer, ce sont les paramètres alpha qui décrivent exactement la façon dont j'injecte de la lumière dans les cœurs. Et si maintenant je combine différentes illuminations du même objet, je vais avoir différents alpha, et je vais construire comme ceci un long vecteur de mesures y qui sont liées à l'image x qui m'intéresse à travers
un opérateur d'acquisition qui contient 3 termes ici. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on s'est intéressé à de l'imagerie calculatoire, où l'idée c'est qu'on avait toujours un modèle du style, un vecteur de mesure qui donne une information partielle de l'image à travers une matrice. Ben, c'est exactement ce qu'on a ici en fait. Ce qu'on a, c'est qu'on a 3 termes qui peuvent être réécrits comme une seule matrice. Et les 3 termes, pour donner un peu de détails, les 2 premiers, ils permettent de décrire ce qui est contenu dans le nombre de cœurs et leur position. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un sous-échantillonnage de Fourier de l'image. Je ne vais pas plus loin dans les détails. Et le dernier terme, R, c'est celui sur lequel on va pouvoir jouer pour essayer de reconstruire l'image. Alors, ce qui se faisait avant que je commence à m'intéresser au sujet, c'était qu'on se disait, ben voilà, on peut choisir intelligemment la lumière qu'on fait passer dans chacun des cœurs, de telle sorte que la zone qu'on illumine dans l'image, elle est focalisée en un seul endroit. Et donc, on sait que la partie de l'image qui peut nous renvoyer de la lumière, elle ne peut venir seulement que de la partie qui est illuminée, parce que tout le reste de l'image est dans le noir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire l'image, pixel par pixel, en déplaçant progressivement le point focalisé dans l'image. Mais alors, ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est de l'imagerie classique, parce que le nombre de mesures, le nombre d'observations qu'on doit avoir sur cette image, eh ben, il est exactement égal au nombre de pixels dans l'image qu'on veut reconstruire. Moi, ce que j'ai pu montrer dans le cadre de ma thèse, c'est qu'on peut choisir aléatoirement la lumière qu'on fait passer dans ces cœurs, avoir des illuminations aléatoires avec des caustiques, et en combiner différentes façons de faire passer la lumière dans les cœurs, donc différentes illuminations aléatoires. Et ce que je montre, c'est qu'on peut faire de l'acquisition compressive pour reconstruire une image avec un nombre de mesures qui est beaucoup plus petit que le nombre de pixels dans l'image, mais qui est effectivement lié au nombre de paramètres qui permettent de décrire l'image. Donc ce que j'ai pu montrer dans ce contexte, c'est d'abord le modèle mathématique que je viens d'expliquer juste avant. Ensuite, ce que j'ai pu montrer, donc encore des maths, mais l'idée c'est que j'ai pu montrer rigoureusement que si on prend un nombre de cœurs qui est suffisamment grand par rapport au nombre de paramètres qui permettent de décrire l'image et un nombre de mesures suffisamment grand aussi, si on calcule une image test en résolvant un problème d'optimisation comme j'en parlais tout à l'heure, eh bien l'erreur qu'on commet sur notre estimation de l'image par rapport à la vraie image, elle est limitée par 2 termes d'erreur dont je ne vais pas donner les détails. Et j'ai pu aussi prouver avec des expériences numériques que ce que j'avais montré mathématiquement fonctionnait aussi quand on fait des simulations. Ici, on s'intéresse à reconstruire une image qui contient un faible nombre de pixels, c'est-à-dire un faible nombre de paramètres. Et bien, ce que je montre avec cette image ici à droite, c'est qu'on est capable de reconstruire l'image quand on est dans la zone blanche, c'est-à-dire ici quand le nombre d'illuminations, le nombre M de mesures, eh bien, croît proportionnellement avec le nombre de paramètres qui décrivent l'image, donc le nombre de points illuminés dans l'image. Donc voilà, en fait, j'ai aussi pu, pour finir dans cette partie, j'ai aussi pu faire des expériences en pratique à l'Université de Marseille. C'est un travail qui était en collaboration avec mon superviseur Laurent, qui se trouve ici devant. Et alors, 3 personnes qui travaillaient à Marseille à l'époque, Sid, Mathias et Hervé. Et en fait, ce que j'ai pu montrer expérimentalement, c'est qu'on était capable effectivement de montrer que ça fonctionnait. Donc ça, c'est l'image que j'essaie de reconstruire. Ça, c'est l'image que je reconstruis dans le meilleur des cas, où je montre avec les courbes ici que la qualité de reconstruction de l'image, elle croît avec le nombre de cœurs qu'on utilise, donc la partie en rouge ici, et elle croît avec le nombre de mesures qu'on applique. Voilà, premier cas d'imagerie interférométrique que je viens d'expliquer. Maintenant, je vais parler d'un deuxième cas, où je vais aller un peu moins dans les détails. Maintenant, je vais parler de la radiointerférométrie. C'est quoi la radiointerférométrie? C'est l'idée qu'on voudrait observer le ciel dans une portion très très petite et qu'on voudrait regarder les galaxies très très lointaines dans le ciel. Ça sert à quoi? Mais ça sert déjà à mieux comprendre le ciel, à découvrir des nouvelles galaxies, des nouvelles planètes, à étudier les trous noirs, etc. Schématiquement, l'idée, c'est qu'en fait, on voudrait construire une image du ciel qui nous envoie de la lumière, ici sur Terre. Et comment on fait? En fait, on va avoir différentes antennes qui captent cette lumière à différents endroits de la Terre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs sur les mesures qu'on obtient à ces antennes dans l'objectif de reconstruire l'image. Même si on ne voit pas l'image, on a des mesures indirectes, donc une mesure partielle qui est liée à l'information de l'image. Ici à droite, je montre des exemples d'images sur lesquelles j'ai travaillé numériquement.
En fait, ce que j'ai pu montrer dans ce contexte, sans aller plus loin dans les détails de comment on fait de l'acquisition, comment on obtient des mesures dans ce domaine-là, ce que j'ai pu montrer, c'est que d'habitude, on a ce que je pourrais appeler un modèle classique d'acquisition en radiointerférométrie, où le modèle classique, c'est qu'on peut montrer mathématiquement que les mesures auxquelles on accède en radiointerférométrie, c'est un peu comme tout à l'heure. En fait, c'est les deux premiers termes que je montrais tout à l'heure. Donc j'ai l'image, j'ai deux termes qui sont liés à ce que j'appelais tout à l'heure un échantillonnage partiel en Fourier de l'image. Moi, ce que j'ai pu montrer dans ce contexte en travaillant, c'était qu'on pouvait rajouter le terme qui est exactement le même que tout à l'heure pour la fibre multicœur, et j'ai pu montrer qu'on pouvait faire de l'acquisition compressive en rajoutant ce terme. Et en fait, une fois qu'on observe qu'on a une analogie parfaite entre les deux modèles pour la fibre multicœur ou la radiointerférométrie, ce que j'ai pu montrer, c'est qu'on avait une analogie parfaite entre les cœurs pour la fibre et les antennes pour la radiointerférométrie, et alors le nombre de mesures pour la fibre et le nombre de mesures pour la radiointerférométrie. J'ai pu montrer les mêmes garanties théoriques de reconstruction d'image, c'est-à-dire montrer que si le nombre d'antennes est suffisant et si le nombre de mesures est suffisant par rapport au nombre de paramètres pour décrire l'image, eh bien je peux calculer une image test en résolvant un problème d'optimisation dont l'erreur est maîtrisée. Et j'ai pu faire le même style d'expérience numérique où à nouveau je montre que le nombre de mesures nécessaires croît proportionnellement avec la quantité d'informations dans l'image. Alors, la dernière slide par rapport à cette partie, ce que j'ai pu montrer numériquement récemment, c'est que si on part d'une image, ici d'une image d'une galaxie, donc ici, les petits détails qu'il y a en plus, c'est que c'est une image que je montre à une échelle logarithmique. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la lumière qui se trouve ici en jaune, elle est 10 000 fois plus importante que la zone nuageuse en bleu clair qui se trouve au milieu. Mais ce que j'étais capable de montrer numériquement, c'est que le schéma classique, en fait, avec les antennes, on génère un nombre de données qui est colossal, qui est de l'ordre de 7 500 000, qui est beaucoup plus grand que le nombre de pixels de l'image, donc c'est encore pire que ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais ce que j'ai pu montrer, c'est qu'on peut faire de l'acquisition compressive et reconstruire l'image avec la même qualité à peu de choses près que dans le cas où on ne fait pas de compression, mais avec un nombre de mesures qui est beaucoup plus petit que dans le schéma classique, ici qui est 100 fois plus petit. Et j'ai même pu montrer, du coup, avec cette expérience, que le nombre de paramètres pour décrire l'image est encore plus petit que le nombre de pixels dans cette image. Et c'est un travail en collaboration avec à nouveau mon superviseur Laurent et avec Taylor, désolé pour l'image assez pixelisée de lui, et Yves qui se trouve ici, qui fait partie de mon jury aussi. Donc voilà, j'ai fini de parler d'imagerie interférométrique. Maintenant, il me reste environ 5 minutes pour vous parler brièvement de ce que c'est la tomographie par diffraction, qui était le troisième sujet d'imagerie calculatoire qui m'a intéressé dans le cadre de ma thèse. Alors l'idée de la tomographie par diffraction, c'est qu'on veut obtenir une image en 3 dimensions de n'importe quel objet, donc un objet semi-transparent. Dans ce cas-ci, j'illustre des globules rouges. Ça peut être des molécules, ça peut être différentes choses. Et l'idée, c'est qu'on est à nouveau à une échelle assez petite. Et en fait, à une petite échelle, donc ce qu'on peut faire pour essayer d'estimer une image 3 dimensions de cet objet, c'est qu'on peut lui envoyer de la lumière. Il va dévier la lumière qui passe à travers lui et on va observer la déviation de cette lumière de l'autre côté avec des images dans une caméra. Si on n'a qu'une seule image, on ne va pas être capable de reconstruire l'objet en 3 dimensions parce qu'on a une perte d'informations en profondeur. Mais en fait, ce qu'on appelle tomographie, c'est le principe de prendre différentes rotations de l'objet pour avoir différentes vues de cette image et on va être capable ensuite d'essayer d'estimer l'image en 3 dimensions. Okay. Et donc ça c'est le mot tomographie pour les différentes orientations de l'image. Et le mot diffraction, il est lié en fait au mot que j'utilisais avant, la déviation de la lumière. Dans le langage technique, on appelle ça de la diffraction. Ça a différentes applications ici que j'ai écrites dans la slide. Ça peut être utilisé pour l'imagerie médicale, pour la biologie cellulaire ou pour la science des matériaux pour vérifier que des matériaux industriels sont dans la qualité attendue. Alors depuis le début de ma présentation, je vous ai parlé du formalisme mathématique qui disait qu'on peut accéder à l'information partielle de l'image avec un vecteur de mesure y égale ax. En fait, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous ai un peu menti, ça c'est une version simplifiée. En pratique, dans ce contexte, on a aussi une information partielle liée à l'image, mais on a une fonction qui est un petit peu plus compliquée que ça pour décrire
le lien entre les mesures et images d'intérêt. Je ne vais pas beaucoup plus loin dans l'explication de ça, mais en tout cas, ce que j'ai été capable de montrer dans cette partie d'imagerie calculatoire qui m'intéressait, c'est qu'on a la vraie acquisition que j'ai modélisée numériquement. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est accéder aux images caméra qui sont les mesures que j'accède par rapport à l'image en 3 dimensions que je voudrais reconstruire. Et ce que j'ai pu montrer, c'est qu'on sait reconstruire ce volume, non pas en reconstruisant chacun des pixels de l'image en 3 dimensions un par un, c'est encore plus gros en termes de volume de données que d'avoir une image en 2 dimensions parce qu'on rajoute une dimension. Ce que j'ai pu montrer, c'est qu'on sait reconstruire ce volume à travers une représentation implicite, un réseau implicite, c'est-à-dire que j'étais capable de montrer qu'un réseau de cette forme, il peut apprendre sur base des mesures, il peut apprendre les paramètres de telle sorte qu'il va être capable de reconstruire le volume 3D de manière continue, et donc on pourrait zoomer à l'infini et observer le volume avec une précision infinie. Donc ce que j'ai fait pour finir dans cette partie-là, c'est que j'ai fait des expériences numériques où je comparais un modèle simplifié de la technique d'acquisition, qui est une version linéaire, donc c'est ce dont j'ai parlé depuis le début, et la version qui est avec beaucoup moins d'approximation. Et ce que j'ai pu montrer, c'est que si on veut reconstruire un volume qui est fait de 3 sphères, ici je montre juste une coupe de dimensions, ben, si on prend le modèle simplifié, c'est très compliqué de bien le reconstruire, et si on prend le modèle qui est moins simplifié, eh ben là ça fonctionne mieux. Et alors ici, il faut imaginer que ce que je reconstruis, c'est ce que le réseau me donne. Donc voilà, je fais un petit temps d'arrêt. Maintenant, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde les mots qui se trouvent dans le titre de ma thèse. Donc je répète le titre. Stratégie compressive et de représentation implicite pour les problèmes inverses de l'imagerie interférométrique à la tomographie par diffraction. Donc j'ai une dernière petite slide qui pose la question et pour après. Je ne vais pas trop dans les détails, mais l'idée c'est que ce dont j'ai parlé aujourd'hui, où on décrit mathématiquement un lien entre des mesures partielles d'une quantité qu'on veut estimer, une image ou un volume, et cette image, ben, ça peut être appliqué à plein d'autres choses. Ça peut être appliqué à ce qu'on appelle la tomographie à rayon X, et donc là on observe de la lumière, des rayons X, c'est-à-dire la lumière qui n'est pas visible à l'œil nu. Ça peut être utilisé pour essayer d'observer d'autres objets qui sont encore plus loin et qu'on ne saurait pas voir avec de la lumière, par exemple des trous noirs à travers des mesures d'ondes gravitationnelles. Et ça peut être aussi utilisé ça pourrait être utilisé pour des cas où on observe non pas de la lumière avec ce qu'on appelle des photons, mais où on mesurerait des électrons. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et on va passer aux questions. Et en général, on commence avec la question de la personne citée plus loin, et c'est-à-dire le docteur Soubiès, qui nous entend sans doute. Emmanuel? Oui, je vous entends, oui. Tout d'abord, félicitations Olivier. Ah, excuse-moi Emmanuel, on t'entend pas très bien. Je vais essayer peut-être de changer. Ici? C'est mieux là? Allô? Ah ouais, bien vu. Hop. Est-ce que tu peux essayer de parler, Oui, Emmanuel? là, c'est mieux là? Ça donne pas beaucoup mieux. Et maintenant? Là, maintenant? Comment? Ah pardon. Là, tu m'entends? Moi je t'entends bien. Bah, c'est déjà au moins ça si toi tu m'entends bien. Bon, mais du coup, déjà félicitations encore pour tout ce travail. Je pense que tout le monde a pu voir le travail important que tu as réalisé pendant ta thèse autour de ces 3 applications. Et du coup, bah, alors une question peut-être un petit peu générale et qui fait lien un peu avec l'actualité en ce moment. Donc là, cette semaine, on a pu voir les prix Nobel de chimie et de physique qui ont été attribués à des personnes, entre autres, pour leurs travaux autour de l'intelligence artificielle.
Et du coup, je me demandais, en fait, quel était ton point de vue sur est-ce que dans le futur, les problèmes sur lesquels tu as travaillé, on peut imaginer qu'ils soient complètement résolus par l'intelligence artificielle ou pas, et en fait, ben, quels sont les verrous et les challenges à surmonter pour en arriver là. Ok, sinon je l'aurais fait Mathieu. Ou je te laisse répéter la question. Ok. Merci pour la question, Emmanuel. Je vais essayer de la répéter avec mes mots et corrige-moi si je l'ai mal comprise. Donc la question d'Emmanuel, c'était de poser. Donc il expliquait que il y a eu la décernation des prix Nobel il y a une semaine, et il me posait la question: est-ce que tu penses que dans un futur à moyen ou à long terme, que tout ce dont je viens de parler aujourd'hui, ça pourrait être résolu entièrement avec de l'intelligence artificielle et plus forcément avec des mathématiques compliquées que j'ai essayé de vulgariser aujourd'hui? C'est ça que tu me posais comme question, Emmanuel? Oui, voilà, oui, c'est ça en fait. Et du coup, Okay. et quelles sont finalement les limitations? On voit que avec l'IA, ben, ça a fait des progrès assez impressionnants sur ce qui est de la génération d'images ou de textes, par exemple. Bon, là, c'est des problèmes différents ici. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce point-là, mais du coup, en fait, est-ce que tu penses que ça pourrait y arriver, ou est-ce qu'il y a certaines limitations importantes à... Ok. Je vais essayer de remontrer une slide que j'avais présentée tout à l'heure. Donc ce que je pense, c'est qu'on va toujours avoir besoin d'un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est capable de bien, on maîtrise bien mathématiquement tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc on est capable de modéliser et de comprendre la façon dont on fait de l'acquisition dans les cas d'application d'imagerie calculatoire, etc. Et en fait, on a découvert il y a environ 10 ans qu'on pouvait utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la classification d'images, et c'est devenu de plus en plus impressionnant avec maintenant de la génération de texte, de la génération d'images et de vidéos. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'on a été capable de montrer que ça fonctionnait bien en pratique, et ce qui se passe au niveau de la recherche aujourd'hui, c'est qu'on essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et je dirais qu'intuitivement, déjà, le fait que de la génération d'images fonctionne, c'est un peu lié à cette illustration ici que je montrais au début de ma présentation. C'est le fait qu'on est capable d'apprendre, grâce à l'intelligence artificielle, ce sous-espace qui est à grande dimension en pratique et qu'on ne connaît pas, mais en fait, de l'intelligence artificielle est capable d'apprendre ça en s'entraînant, en observant beaucoup d'images réalistes. Moi, ce que je pense, c'est que dans le domaine sur lequel on travaille ici, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer toutes les mathématiques qu'on a pu formaliser, parce que l'idée, c'est qu'on maîtrise bien les choses, on est capable de donner des garanties, etc. Mais je pense que, comme c'est déjà ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, on va avoir un jeu entre les deux où on peut se servir de l'intelligence artificielle pour décrire une image, pour la compresser, etc. Mais toujours dans une partie restreinte de l'imagerie calculatoire, c'est-à-dire à partir du moment où on a un modèle mathématique complet, ou en tout cas efficace, pour décrire la physique, je ne vois pas pourquoi il faudrait utiliser l'intelligence artificielle pour le remplacer. Le seul intérêt, ce serait peut-être d'accélérer le calcul, mais tout en étant sûr qu'on ne lui permet pas de faire des erreurs qu'on ne commettait pas avec le vrai modèle physique. D'accord. Ben, merci pour ta réponse. Je suis assez d'accord avec ta réponse, et je ne vais pas poser d'autres questions. Je vais laisser la parole aux autres membres du jury, et ben, encore félicitations pour tout ce travail et pour cette belle présentation. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Emmanuel. Et on va passer aux questions du professeur Millot. Félicitations Olivier pour une magnifique présentation aujourd'hui, et déjà félicité pour le contenu de ta thèse. Encore des articles à écrire. J'ai une question concernant précisément le schéma d'acquisition compressive. Avec les capacités de stockage gigantesques qui existent aujourd'hui, on peut imaginer tout l'ensemble des données qui sont stockées sur Internet, etc. Est-ce que tu pourrais me mettre un peu plus en perspective, est-ce qu'il y a un besoin réel de comprimer les données à l'acquisition quand on parle, par exemple, de l'acquisition d'une image avec un réseau d'antennes radio?
Alors, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler pendant ces 40 dernières minutes, mais la question que Yves me pose, pour la reformuler avec mes mots, c'était un peu ce que j'essaie d'illustrer avec cette slide-ci. C'était ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, le nombre de mesures qu'on a dans le schéma classique en radiointerférométrie, par exemple, c'est qu'on génère un volume de données qui est énorme, et j'ai pas donné les détails, mais l'idée, en fait, c'est que le volume de données, il explose en ce moment parce qu'on essaye d'observer le ciel avec de plus en plus d'antennes. Et l'idée, c'est que le nombre de mesures, il croît avec le carré du nombre d'antennes. Je n'ai pas donné les détails de pourquoi ici. Et il croît aussi avec la durée d'acquisition. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque jour, on génère un nombre énorme une quantité énorme de données en radiointerférométrie parce que on est en train de capter les signaux qui viennent du ciel en continu, et en plus, on est en train de construire de nouvelles antennes et d'en mettre même en orbite autour de la Terre, etc., pour essayer de capter un maximum d'informations. Et l'idée, c'est qu'en fait, typiquement, dans les réseaux d'antennes qui existent aujourd'hui, on génère par jour de l'ordre de quelques térabytes de données, c'est-à-dire un peu plus que ce que vous avez sur votre disque dur que vous utilisez sur plusieurs années vous-même. Et ça, c'est ce qu'on génère en une seule journée dans un réseau de ce genre-là. Et c'est en train de s'agrandir. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin un peu criant de trouver des manières de réduire le nombre de mesures qu'on a dans ce genre de contexte. Et voilà, c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, j'ajouterais que pour les réseaux d'antennes comme le Spectrum Accelerator sur lequel on travaille, c'est des térabytes par seconde. Ah, ok. Ça met encore plus en emphase. Sérieux, encore une question? Non? Ou ce sera peut-être pour le deuxième tour? Absolument. Okay. Je garde le dessert pour la... Ok. Et donc, c'est le professeur Wiener. Merci. Donc, je rejoins aux félicitations qui ont été faites déjà pour le manuscrit et aussi pour la présentation qui était pédagogique, mais quand même, c'est faire le grand écart de l'une de 3 étoiles avec quand même du contenu assez matheux. J'ai bien apprécié. Alors, j'avais 2 questions prévues, mais la seconde, j'aurais peut-être demandé de porter sur l'intelligence artificielle, c'est dans les médias. Je verrai si j'arrive quand même à l'adapter. Mais donc, je vais revenir alors à la première. Donc, une partie des résultats, dans la partie théorique, ce sont des résultats de garantie de recovery. Et donc, ce sont vraiment des théorèmes mathématiques qui s'appliquent comme des théorèmes dans tous les cas, donc c'est plutôt des garanties de pire cas. Et je vais faire un parallèle avec un domaine que je connais un peu mieux, que celui de l'optimisation, où quand on veut démontrer qu'un algorithme fonctionne, on fait un peu la même chose, on fait une analyse de pire cas, et parfois les algorithmes sont de façon démontrable plus rapides dans le pire cas que d'autres. Et à ça, on peut répondre que finalement, on ne s'intéresse pas dans la réalité au pire cas, on s'intéresse à une espèce de cas moyen dans la réalité, et donc je vois que tu vois où je veux en venir. Est-ce que ce n'est pas une critique qu'on peut aussi faire sur des garanties de précision, on va les appeler comme ça, ne concerne pas ce qui se passe en pratique? Est-ce qu'il y a une réponse à cet argument-là? C'est une super bonne question, et c'est vrai qu'avec Laurent, on n'a jamais discuté de ce genre de questions. Moi, ma réponse intuitive, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une analogie à faire avec la notion de pire cas dans le cas de l'optimisation, parce qu'en fait, la chose sur laquelle on se repose quand on donne nos garanties, dans notre cas, heureusement que j'ai laissé ça, j'ai failli l'enlever, c'est que en fait, on a vraiment cette propriété qui montre que on a une concentration, avec le caractère aléatoire des mesures, on a une concentration de la norme, c'est un peu technique, désolé pour l'audience, mais on a une concentration de la norme avec le nombre de mesures qui fait que on se rapproche de plus en plus de la norme dans l'espace des mesures avec la norme dans l'espace des images, au fur et à mesure que on augmente le nombre de mesures. Et ce que je crois du coup, c'est que si on a une concentration de la norme dans l'espace,
je pense que c'est applicable un peu à tous les cas et qu'il n'y a pas vraiment de notion de pire image à reconstruire ou de meilleure image à reconstruire. Je crois qu'elles appartiennent toutes un petit peu au même degré de difficulté. Et donc, voilà. J'espère que ça répond un peu à la question. En tout cas, c'est un argument. Alors, là, on pourrait le tester. On pourrait le tester, c'est vrai. Ça va faire un position ou pas. Mais j'allais demander si on peut découvrir en cours de route si le nombre d'observations est suffisant. Est-ce qu'on peut vérifier la qualité de la modélisation en cours d'observation? Donc il y a deux façons de faire, je pense. La première, c'est soit on connaît le nombre de paramètres pour décrire l'image dans une base, et alors là, on a les garanties théoriques associées qui nous permettent de savoir dès le début. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est acquérir un nombre de mesures au fur et à mesure. On essaie de reconstruire l'image, on regarde si ça fonctionne ou pas. Et a priori, ce dont j'ai pas donné les détails, c'est qu'en fait, on a vraiment une transition assez abrupte entre une reconstruction qui ne fonctionne pas si on n'a pas cette mesure, et à la mesure suivante, ou à peu de mesures additionnelles, et bien là, on sait reconstruire. Donc j'aurais tendance à dire, il suffit juste d'essayer de la reconstruire, on rajoute des mesures, et à un moment donné, on va voir qu'on obtient une image qui a du sens. Ok, merci beaucoup. Oui, François? Alors, bon, je vais poser la deuxième question. Donc, à propos de l'intelligence artificielle et de son impact potentiel, on peut affiner un peu. Donc, au lieu de dire qu'on a ces nouveaux outils un peu boîte noire qui fonctionnent très bien, tu l'as dit, en génération de texte, d'images, etc. Dans ton cas, et je vais parler plus généralement des problèmes inverses, et l'argument que je vais donner, c'est dû à Benjamin Rey, qui en a parlé très récemment sur un billet de blog, et donc il explique que dans le cas des problèmes inverses, on connaît très bien, on est censé connaître très bien l'opérateur forward direct, A, ici, tu peux être linéaire, non linéaire, peu importe, et on peut avoir un modèle très précis. Et puis, on n'a plus qu'à, entre guillemets, générer des images rencontrées, par exemple, et puis, en générer autant qu'on peut, calculer l'opérateur, on a le résultat, et on a une paire avec entrée-sortie. Et puis, on met ça dans un réseau de monde, on lui dit, apprends-moi à reconstituer les entrées en fonction des sorties. Et en tout cas, sur le papier, on peut le faire, et il n'y a pas de problème de quantité de données, on peut générer autant qu'on veut. Et donc, de façon un peu provocatrice, il dit, ben voilà, le problème, entre guillemets, il est résolu, il n'y a qu'à faire apprendre les réseaux de monde, la chaîne qui fait le problème inverse. Et donc, à nouveau, est-ce que voilà, il y a une réaction, un contre-argument à donner, puisque vraisemblablement, on n'a pas si simple que ça. Ouais, mon argument qui irait un peu à l'encontre de ça, et je crois qu'il va te plaire, c'est le fait que je pense que on a toujours besoin un peu de la du domaine de l'optimisation, parce qu'en fait, on pourrait dire, voilà, je pense que si tu prends une intelligence artificielle qui apprend à partir des mesures et à reconstruire l'image, etc., l'idée, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse il va converger. On n'a pas trop d'idées. Et pour ça, on a besoin en fait de comprendre la fonction qui décrit notre erreur, et donc de comprendre dans le domaine de l'optimisation comment réduire cette erreur itérativement et comment la réduire le plus vite possible, donc converger le plus vite possible. Je ne sais pas trop si dans la recherche, il y a des combinaisons entre le domaine de l'optimisation et l'intelligence artificielle qui pourraient permettre de maîtriser cette vitesse de convergence. Mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'avec ce qu'on comprend aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on peut dire que ça va peut-être reconstruire, on ne sait pas à quelle vitesse, et donc on est un peu dans le flou à ce niveau-là. Voilà. Très bien, merci. Ok, et on continue avec le professeur de Bécheur. Oui, merci. Je me joins à mon collègue à la qualité de la présentation, à la qualité de ton travail aussi, puisque tu as adressé une multitude de problèmes fondés sur les nains des outils mathématiques. C'est un travail ambitieux et très large, et donc vraiment pour tout ça. En termes de questions, peut-être une chose que tu pourrais discuter, c'est vrai que l'intelligence artificielle est là pour résoudre des problèmes, etc. Mais malgré tout, il y a aussi la question du design de l'acquisition, donc le choix des mesures que tu vas effectuer. Et donc ça, tu dois le faire même avec de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est une étape préalable à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais que tu commentes peut-être un peu dans quelle mesure ce design est important
Et par exemple, tu as cité un exemple de tomographie à rayon X pour terminer. Donc, on sait que si on utilise ce genre de technique pour observer l'humain, ben, on ne peut pas irradier trop le corps humain. Et donc, dans quelle mesure est-ce que le choix des méthodes et le choix de la manière dont les mesures sont effectuées peut réduire l'irradiation des sujets? Il y a un peu deux questions dans ma question. C'est l'organisation et le design de l'acquisition, le choix de ce qu'on mesure finalement, et puis peut-être les conséquences du fait que ça peut avoir en médecine. Ouais. Merci pour la question. En effet, donc il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui passent leur temps à essayer de fabriquer des appareils qui permettent d'avoir les mesures les plus précises possibles, etc. Donc nous, on est un peu plus dans le domaine des maths, de comment on peut formaliser ça mathématiquement, etc. Mais derrière, il y a des gens qui fabriquent, qui implémentent en pratique ce genre d'appareil de mesure. Je pense que cette slide, c'est celle qui est le plus proche de la question. C'est-à-dire que, donc d'abord, l'idée c'est qu'on n'a pas toutes les libertés possibles sur l'opérateur qui fait l'acquisition. Ce que je montrais ici, c'est qu'on a un opérateur ici où les seuls degrés de liberté qu'on a priori, c'est la façon dont on envoie la lumière sur l'objet, donc c'était contenu dans R. Éventuellement, on pourrait jouer sur le nombre de cœurs et leur position pour changer cet opérateur-là, mais l'idée c'est que la physique nous donne des contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. Et alors, l'idée, c'est qu'on doit essayer d'en tirer le meilleur parti possible pour avoir le plus d'informations possible au plus faible coût possible. Donc, il y a des notions de coût de fabrication, etc., qui rentrent en jeu. Mais donc, en fait, effectivement, si on a des contraintes aussi sanitaires ou de santé pour des êtres humains qu'on pourrait irradier au rayon X, etc., comme pour une IRM, l'idée c'est qu'on veut avoir le moins de temps possible d'irradiation, donc le moins de mesures possible. Dans le cas de l'IRM, l'idée c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que maintenant on fait des mesures, on essaie de prendre moins de mesures en IRM, de telle sorte que, on va prendre moins de mesures, on va essayer de compenser le fait qu'on ait moins de mesures avec un peu d'intelligence artificielle, avec des meilleures techniques de reconstruction, dans l'objectif de, à même qualité de reconstruction d'image, avoir moins de temps d'irradiation pour le patient. Et ici, en fait, c'est la même idée. L'idée, c'est qu'on va insérer une fibre dans le cerveau d'un être humain. Mais ce qu'on montrait ici, c'est que si on doit avoir autant de mesures que le nombre de pixels, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, générer différentes illuminations, ça prend de l'ordre d'une seconde. Donc, ça veut dire qu'il faut 1 seconde par pixel, peut-être un peu moins, mais ça reste quand même relativement long. Avec cette approche ici, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir éventuellement aller dans une direction où on image en temps réel, parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'illumination pour être capable de reconstruire l'image. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Ok. L'IRM, c'est pas toxique. Pardon? L'IRM, c'est pas toxique. Ah, pardon, oui, c'est juste. Oui, en effet. Par contre, la durée de mesure est un gros obstacle. Oui. Oui. Ok, merci. Merci. Et alors, je vais laisser la parole au promoteur, le professeur Jacques. Ok, merci. Finalement, j'aimerais bien te féliciter pour la qualité de tes slides, comme les autres membres du jury l'ont fait. Je sens que je vais t'engager pour donner mon cours de traitement d'image à la partie compressive sensible, parce que je vois que c'est vraiment très bien expliqué. La question que je vais te poser, c'est finalement le fait que tu as présenté dans ta thèse avec ici dans la slide plusieurs applications, donc les principes interferométriques et puis une diffraction, une ouverture par diffraction. Et je me demandais si tu pouvais un peu commenter sur la possibilité de fusionner un peu les idées de l'interférométrie pour la tomographie par diffraction, s'il y a la possibilité et à quel endroit ça interviendrait. Donc ça, c'est une chose à laquelle on a essayé de réfléchir un petit peu à la fin de ma thèse. Donc je n'ai pas donné les détails, mais l'idée c'est que la lumière qu'on envoie sur l'objet ici, c'est une lumière qu'on appelle des ondes planes, donc c'est une lumière assez simple, et ça s'écarte pas mal de ce que je montrais tout à l'heure. Il faut que je remonte un peu, de ce que je montrais tout à l'heure avec des speckles ici, avec ce qu'on appelle des caustiques en français ou speckles en anglais.
L'idée, c'est que je pense qu'on pourrait avoir le même type d'illumination, donc faire de l'interférométrie pour la tomographie par diffraction, c'est-à-dire combiner un petit peu les différentes choses qui m'ont intéressé. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on ait besoin d'avoir beaucoup moins de mesures que ce qu'on était en train de faire dans ce que j'ai décrit ici. À la place, on change la façon dont on envoie de la lumière sur l'objet, donc on génère des speckles, donc l'intensité de lumière va être variable en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'objet, et ça permettrait éventuellement de faire aussi l'acquisition compressive dans ce contexte-là. Ça permettrait de nécessiter peut-être moins d'images ou de ne pas avoir besoin de caméra, etc. Et donc je pense qu'il y a pas mal de place dans les prochaines années de recherche pour essayer de comprendre un peu mieux comment on peut minimiser au mieux le nombre de mesures et le nombre d'appareils qu'on utilise en pratique pour essayer d'imager des objets de ce genre. Dans ce cas-là, j'imagine que c'est plus simple de prendre le modèle où l'objet ne tourne pas, et où c'est plutôt le monde qu'on envoie qui tourne autour de l'objet. On va avoir plusieurs émetteurs autour de l'objet qui font à peu près la même chose que la film. Tu me demandes si c'est mieux de modéliser. Parce que là, dans ton dessin, c'est l'objet qui tourne. Ouais. C'est le point de vue où tu as l'objet qui tourne, mais tu as l'autre point de vue où l'objet fixe, et c'est l'émetteur de lumière qui, lui, se met à tourner. Mais j'ai l'impression que pour arriver à générer un speckle, tu as besoin d'avoir en même temps plusieurs sources qui sont actives. Or, dans ce schéma-là, tu n'as qu'une source là où elle est. Oui. Tu n'en as pas d'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre schéma qui peut considérer. Je suis pas sûr de te suivre. Le speckle avec ce schéma ici. Mais l'idée, c'est qu'on pourrait supposer qu'on est. Enfin, j'ai pas expliqué comment on générait l'onde-plane ici. Moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi pas avoir une grille de pixels qu'on peut activer les uns les autres. On génère les speckles, peu importe la façon dont on génère les speckles initialement. Après, on sait qu'on a un speckle dans cette direction-là et on peut réorienter le volume comme on le veut ensuite. Après, si tu me dis, on peut imaginer qu'on active différents pixels ou différentes sources ponctuelles de lumière à différents endroits et qu'on peut changer leur position pour générer des speckles depuis différentes orientations et considérer à la place l'objet fixe, bah, je pense que ça peut fonctionner aussi, oui. Ok, merci beaucoup. En fait, on a encore le temps pour quelques questions. Alors, je peux reposer la question au Dr Soubiès. Dr Soubiès, une dernière question? Oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, alors peut-être une question, une question très générale sur, au final, sur toutes les applications que tu as pu traiter. En fait, quelle est, je veux dire, dans notre vie du quotidien, en fait, celle qui est le plus proche de nous, ou en fait, comment elle se matérialise, en fait, par rapport à, voilà, pour l'ensemble de l'audience que tu as devant toi, là, qu'est-ce qui est le plus proche des objets ou des choses qu'on peut interagir avec dans le quotidien. Donc, tu es en train de demander si je devais choisir parmi les 3 applications. Non, pas forcément si tu devais choisir, mais juste donner un petit peu des exemples, en fait, en quoi une ou une autre des applications, en fait. Et bon, il y en a certaines, c'est assez évident, mais par exemple, sur la tomographie de diffraction, du coup, est-ce que ça a un lien avec quelque chose ou finalement, c'est plus éloigné? Oui, c'est vrai, pardon. Je vais essayer de répéter la question, mais je t'avoue que je n'ai pas très bien compris la question, même si j'ai compris tes phrases. Donc la question, c'est... la question, c'était, parmi les 3 applications d'imagerie calculatoire dont j'ai parlé aujourd'hui, laquelle se rapproche un peu le plus de notre quotidien à nous tous. Et c'est là que je comprends pas trop, c'est parce que j'essaie de réfléchir. J'ai envie de dire que si je les prends un par un, la notion de fibre multicœur, d'interférence de lumière, etc., c'est pas forcément quelque chose qu'on visualise à notre échelle en général, parce que pour avoir une interférence lumineuse, etc., il faut déjà être à une petite échelle et tout.
Si je réfléchis à la radiointerférométrie, j'ai envie de dire que le parallèle qu'on peut faire avec la vie du quotidien, c'est que les étoiles qu'on observe avec nos yeux, eh ben, on peut améliorer un petit peu ce qu'on voit avec nos yeux en prenant un télescope et donc en zoomant, etc. Et ce sur quoi j'ai travaillé en radiointerférométrie, c'est l'idée de voir toujours plus loin et de voir dans une plus petite portion du ciel ce qu'on voit à l'œil nu avec le ciel. Maintenant, pour la troisième partie, avec la tomographie par diffraction, peut-être que le parallèle que je peux faire avec ça, c'est l'idée que on ne sait pas voir des objets, enfin, on ne saurait pas voir des objets en 3 dimensions si on n'avait pas nos 2 yeux déjà, parce qu'il faut avoir la notion de voir de différentes orientations les objets qui nous entourent. Donc l'idée, c'est que rien que la façon dont on est fait en tant qu'être humain, on a un système optique qui nous permet de mesurer l'environnement avec nos yeux, etc. Et donc je pense que le parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est que effectivement, si on veut être capable d'apprécier la forme d'un objet à 3 dimensions, parfois il faut un peu faire le tour. Donc c'est un peu l'idée de la tomographie, c'est vraiment faire le tour pour pouvoir comprendre sa géométrie, parce que si on ne le regarde que d'un côté, alors on va peut-être avoir seulement, on va avoir une ambiguïté sur quelle est la vraie forme de l'objet. D'accord, bon, merci. Bon, c'est un petit peu, enfin, il y avait un peu 2 aspects dans la question et tu as répondu à un des aspects, c'est un petit peu la partie illustration avec des choses qui nous parlent plus de ces problématiques, enfin, de ces applications que tu as traitées. Et l'autre, en fait, c'était vraiment l'implication dans notre vie du quotidien des applications que tu as traitées. Tu vois. Enfin, c'était plus ça le deuxième aspect. Mais du coup, voilà, merci pour ta réponse. Ok, merci. Ok, merci encore, Dr. Tobias. Est-ce que les membres du jury ici présents ont encore une question brûlante à poser? Oui, alors on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, on a parlé reconstruction, on a parlé acquisition et garantie de construction. François posait une question sur le sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle peut te permettre d'améliorer les garanties de reconstruction telles que celles que tu as utilisées? Bonne question. Ça dépend un peu comment on place le mot améliorer les garanties de reconstruction. Je ne sais pas dans le schéma d'acquisition compressive. Le meilleur schéma pour toi est de pouvoir garantir la reconstruction avec le moins de données possible. Oui. Il y a un aspect de co-design de la construction et de l'acquisition. Et les algorithmes que tu considères dans ces théorèmes-là sont des algorithmes d'optimisation et pas de l'intelligence artificielle. Si tu mettais de l'intelligence artificielle, en quoi est-ce que ça pourrait éventuellement permettre d'améliorer les bornes qui résultent de ces théorèmes? Franchement, je t'avoue que j'ai pas trop d'idées pour commenter sur ce genre de questions. Je sais pas si tu avais une idée derrière la tête, mais moi comme ça, c'est vrai. Donc, si je reformule avec mes mots, la question c'est est-ce que en introduisant de l'intelligence artificielle dans le code design de acquisition-reconstruction, est-ce que ça pourrait aider à améliorer les garanties, c'est-à-dire à peut-être diminuer le nombre de mesures nécessaires ou accélérer la reconstruction, je ne sais pas. En tout cas, au niveau des garanties mathématiques. Moi, j'ai envie de dire que, en tout cas, dans les garanties qu'on a pu donner ici, il a déjà été montré que les complexités d'échantillonnage, donc le nombre de mesures nécessaires pour reconstruire ce genre d'image, en fait, on atteint déjà les meilleures complexités possibles. Donc, on est déjà au niveau du plus faible nombre de mesures nécessaires pour reconstruire l'image. Donc, je ne suis pas persuadé que introduire de l'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'améliorer ce genre de sample complexity, comme on appelle en anglais. Ça pourrait peut-être nous aider parce que je n'ai pas parlé du fait que les garanties que j'ai données ici dans le contexte de ma thèse, elles sont restreintes à des cas assez simplifiés, donc à seulement des images parcimonieuses, etc. Donc, je pense que ça pourrait aider à trouver des façons de le garantir dans des cas plus réalistes. Mais je ne sais pas comment. Certainement une bonne question initiale pour la poursuite. Alors, du coup, je me tourne vers l'Assemblée.
voir si vous avez une ou d'autres questions. Oui. Félicitations Olivier. Quand tu parlais des multicorps, donc on part dans l'aléatoire, ce qui est un peu contre-intuitif pour le commun des mortels. Et comment tu choisis, si on peut dire choisir, ce que tu envoies quand c'est aléatoire? Ouais, bah, c'est une bonne question. Je vais remettre ma slide. Hop. Voilà. Je vais essayer de remettre une slide où je montrais un peu la fibre multicœur. Par exemple, ici. Donc en fait, très bonne question. L'idée, c'est que c'est aléatoire dans le sens où on choisit aléatoirement la lumière qu'on injecte dans les cœurs. Mais une fois qu'on les a choisis, on les connaît. Et donc, on connaît leur information, tu vois. Donc en fait, on les choisit aléatoirement parce que ça nous permet d'avoir des mesures qui ne sont pas liées les unes aux autres. Mais une fois qu'on les a générées aléatoirement, en fait, on les connaît et donc on est capable de calculer exactement et de simuler l'illumination qu'on en fait, tu vois. Donc c'est aléatoire dans le sens où on génère aléatoirement l'illumination, mais après on la maîtrise mathématiquement et donc il n'y a plus vraiment d'aléatoire. C'est surtout dans la génération de l'illumination que c'est aléatoire. Le principe de l'aléatoire, c'est tu mets en commun des infos totalement indépendantes et tu en tires plus d'infos que si... Exactement, c'est exactement l'idée. Et si je ne fais pas ça et que je les choisis pas aléatoirement et qu'ils aient un lien entre les deux, eh ben en fait je ne suis pas garanti que le nombre de mesures, que le même nombre de mesures sera suffisant. C'est vraiment le fait que j'ai des mesures qui sont indépendamment aléatoires qui fait que j'acquiers de l'information de différents côtés par rapport à l'image à laquelle je m'intéresse. Et donc l'aléatoire, en fait, c'est la meilleure stratégie pour faire de la compression en acquisition. Il y a encore une autre question. Merci pour la présentation. Je me demandais, l'interférométrie, ça ne fonctionne que sur les appareils microscopiques ou on pourrait l'imaginer sur plus gros appareils? On peut l'imaginer sur des plus gros appareils. Après, les contraintes, c'est un peu l'onde, qu'elle soit lumineuse ou d'une autre forme, à laquelle on s'intéresse. Et typiquement, en fait, ici, j'ai parlé de lumière visible, tu vois. Et en fait, pour de la lumière visible, elle interfère seulement à une certaine échelle. Donc en fait, on ne pourrait pas imaginer que je prenne deux lampes torches, que je les allume et que j'observe une frange d'interférence ici, tu vois. Donc on peut faire de l'interférométrie à différentes échelles, mais alors, dans le cas du spectre électromagnétique, donc de la lumière, il faudrait bien choisir la longueur d'onde avec laquelle on travaille. Et alors, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à toute fin. Onde gravitationnelle, onde électronique, ce serait à une petite échelle aussi. Onde gravitationnelle, du coup, je pense que ce sera à une plus grande échelle. Et c'est l'idée où, en fait, tu vas peut-être pouvoir... je ne sais pas trop quel est l'ordre de grandeur des appareils de mesure qu'on devrait placer pour accéder à l'information de manière interférométrique à ces choses-là. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas choisir librement, quoi. Tu vois, tu as quand même des contraintes sur la taille. On choisit, mais plus aléatoirement. Voilà, exactement. Eh bien, on va encore féliciter le candidat. Alors, la commission doctorale des domaines, sciences de l'ingénieur et technologie et arts de bâtir et urbanisme de l'Université catholique de Louvain a constaté que M. Olivier Leblanc, né à Namur le 30 mai 1997, titulaire d'un diplôme de master ingénieur civil électricien délivré par l'Université catholique de Louvain en l'année 2019-2020, remplissait les conditions d'admission au doctorat en sciences de l'ingénieur et technologie. Autorisé à s'y inscrire, il a effectué sous la direction du promoteur, le professeur Laurent Jacques, un travail portant sur Compressive and Neural Representation Strategies for Inverse Problems from Interferometric Imaging to Diffraction Tomography. Le comité d'accompagnement ayant signifié que les travaux de recherche étaient achevés, le recteur a, sur proposition de la commission doctorale des domaines,
Constitué en date du 3 mai 2024, le jury comme suit. Le professeur Laurent Jacques de l'UC Louvain, le professeur Christophe Craille de l'UC Louvain, le professeur Christophe de Vlécheur de l'UC Louvain, le professeur François Griner de l'UC Louvain, le professeur Yves Guyot de l'Université d'Édimbourg, UK, le docteur Emmanuel Souliès de Toulouse. Alors, M. Christophe Craille assure la présidence du jury, M. Christophe de Vlécheur en assure le secrétariat. Ayant procédé à l'examen préliminaire du projet de dissertation du candidat, le jury l'a déclaré recevable. Le jury se réunit le 11 octobre 2024 pour la soutenance du public. Tous les membres sont présents, en présence ou par téléconférence. Alors, le jury se réunit pour délibérer, après avoir entendu la présentation et la défense publique de la dissertation originale. Il décide que le candidat a réussi l'épreuve et confère à M. Olivier Legrand le grade académique de docteur en sciences de l'ingénierie et technologie, Compressive and Neural Representation Strategies for Inverse Problems, from interferometric imaging to diffraction tomography.